Je voudrais vous prendre une fois de plus quelques 20 minutes pour vous parler de la noblesse du combat que nous menons. Écoutez-moi très bien, peuple de Dieu. Écoutez-moi très bien, peuple congolais. Il y a 8 ans de cela, je suis arrivé ici en France. Je suis le producteur de 65 livres qui sont des essais et des romans. C'est une bibliothèque déjà exposée au vu et au su du monde entier. Je suis un leader d'opinion, pas des moindres. La pensée que j'éveille en ce précis moment, c'est la pensée de la conscientisation de la civilisation négro-juive africaine, au travers des promesses de la Bible. Et j'aurai le temps de vous parler de ces choses en long et en large. Mais maintenant, mon devoir, c'est de vous parler de la politique. Depuis que je publie des livres, les livres ont des propositions en vue de la marche socio-économico-politique dans la non-violence au travers de notre pays. Et c'est pour cela que l'objectif à atteindre pour moi, leader d'opinion, c'est de reconnaître en globalité et particulièrement la fausse gouvernance, la gouvernance dictatoriale, autocratique, médiocratique que le président Denis Sassou Nguesso a impulsé dans le pays depuis 40 ans. Mais il ne l'a pas fait seul. Il l'a fait avec tous les caciques que nous connaissons. Nous savons par exemple que son ministre des Eaux et Forêts a fait 30 ans en tant que ministre des Eaux et Forêts. Il s'en glorifie. Mais ce n'est pas une gloire, c'est la preuve de la dictature telle qu'elle est menée dans notre pays. Aujourd'hui, les finances de notre État ne se trouvent pas au trésor public, mais plutôt dans le palais présidentiel de Mpila. Ce sont là des preuves de la manière dont est mal gérée la nation. Le fils du président Denis Sassou Nguesso, Denis Christel Sassou Nguesso, a près de 7 000 milliards de dollars tels que révélés par les Paradise Papers, par les médias internationaux, sans compter que tout autour de lui, il y a une guerre à l'intérieur du PCT. Il y a une guerre entre les Sassou et les Nguesso. Il y a une guerre entre les Sassou Nguesso et les potentats du PCT. Une guerre entre les potentats du PCT et les 50 généraux de notre nation, dont 25 sont de la tribu Moshi, la tribu du chef de l'État. Ce sont des indicateurs de la politique telle que le président Denis Sassou Nguesso le mène. Autant de promesses ont été faites par sa gouvernance. Autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000, santé pour tous d'ici à l'an 2000, sans compter les programmes triennaux, les programmes quinquennaux, sans compter la nouvelle espérance et tout cela, qui ne se matérialise jamais dans de véritables réalisations socio-économiques. C'est vrai, il y a les tours jumelles de Euro, c'est vrai, il y a les échangeurs et tout, c'est bien. La route entre Brazzaville et Pointe-Noire, c'est bien. Mais dans la norme des choses, avec ce que les booms pétroliers multiples, je crois que je peux en compter 3 ou 4, qu'il a géré, lui, le président Denis Sassou Nguesso, on serait plus développé que la Norvège, qui a quasiment la même population que nous, le Congo-Brazzaville, près de 5 millions. La Norvège, un pays pétrolier, géré par un pouvoir des nations les plus sages, les plus morales d'Europe, c'est-à-dire les pays scandinaves. La bonne gestion entraîne un développement extraordinaire dans une nation. La Norvège fait partie des plus riches pays du monde. Et les Norvégiens sont les plus riches du monde parce qu'ils vivent très bien au travers d'une gestion merveilleuse du pétrole. Je me suis engagé en politique parce que tout Congolais qui a une conscience devait s'engager. Je me suis engagé en politique quand j'étais pionnier. J'étais l'un des meilleurs
dans mon département, j'étais l'un des meilleurs à l'école, l'un des meilleurs au collège. C'est en ce moment-là que je voyais que les choses ne marchaient pas. J'avais 12 ans. Et j'ai grandi avec ce poids. Parce que nous voulons qu'il y ait de la liberté de penser, la liberté d'expression et la liberté d'action, la liberté d'entreprise. Notre pays ne peut pas subventionner les cerveaux du pays. Notre pays ne subventionne pas nos scientifiques, nos techniciens, nos technologues, nos nanotechnologues. Notre pays ne subventionne pas l'éducation. Notre pays ne subventionne pas nos intelligents, nos sages, nos stratèges. Bien au contraire, ils sont vilipendés, ravalés au bas niveau. Et les apatrides, les expatriés, les étrangers gouvernent notre pays avec la minime et insignifiante, sélective classe au pouvoir. Cela n'est pas normal. Dans une nation, lorsque l'héritage national est vilipendé de l'intérieur par un pouvoir autocratique, ne criez pas contre les pouvoirs oligarques kleptocrates français qui utilisent nos oligarques kleptocrates en national pour réaliser la prédation des matières premières du sol et du sous-sol, pour déséquilibrer la jeunesse, aliéner, abrutir la jeunesse, pour qu'elle ne se réveille pas, qu'elle ne s'éveille pas, qu'elle ne s'élève pas. Aujourd'hui, si nos jeunesses sont en train de s'exprimer, c'est pourquoi? C'est à cause du boom des réseaux sociaux. Mais avant, les choses n'étaient pas ainsi. J'ai quitté ma nation pour venir publier ici parce que, au départ de ma nation, j'ai rencontré le directeur des éditions L'Harmattan. Je lui ai présenté mon Orcefa. Il a dit, ça a une coloration de combat contre le colonialisme et le néocolonialisme, n'est-ce pas? J'ai dit, bien sûr. Il dit, mais nous ne vivons pas dans cette ambiance. Je lui ai dit, bien sûr que nous vivons dans cette ambiance. Ce n'est pas contre le pouvoir en place que tu fais cela. Je lui ai dit, bien sûr, c'est contre le pouvoir en place que je le fais. Il me dit, mais pourquoi tu le fais? Je lui ai dit, parce que je suis congolais et que je suis éveillé. Donc vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a une lutte de classe entre les élites et les leaders d'opinion qui sont pour la mouvance présidentielle et moi, membre de la société civile, qui sort de la basse échelle, juste tout en bas, n'ayant même pas une seule fonction ou un travail que le pays m'aurait donné quelque part, tout en bas, prédicateur de l'évangile, mais ayant le poids du pays en exergue. Peuple congolais, le combat que nous menons est un combat contre un système qui nous a été imposé. Ce n'est pas nous qui avons voulu que les choses soient ainsi. Et il est normal que nous puissions mener ce combat parce que la richesse nationale est caporalisée par le pouvoir en place. Et ce n'est pas juste. Le pétrole dont on parle dans notre nation appartient aux gens du Kwilu. Parce qu'il est exploité chez eux, dans notre nation. Ce sont eux les propriétaires fonciers des terres au travers desquelles on exploite le pétrole. Mais ces gens-là n'ont droit aucunement au titre foncier des terres de leurs ancêtres. Non. Je vous dis la vérité, les titres fonciers du Kwilu appartiennent au président Denis Sassou Nguesso, qui n'est pas natif du Kwilu. Ils appartiennent à lui tout seul. Je dis bien à lui tout seul. Les choses ne marchent jamais comme ça dans les autres États. Si l'Afrique, nous sommes en train de concéder cette manière de faire de la politique, c'est bien à cause de cela que nous ne pouvons pas nous développer. Vous savez ce qui se passe dans les pays développés? Tout à l'heure, je peux vous montrer par-ci, par-là, vous allez voir que ce sont des territoires qui appartenaient à des Français et qui ont été vendus pour le développement de ce que vous êtes en train de voir. Quand vous allez en campagne, vous allez voir des champs larges et des fermes. Tout ça, ça appartient aux nationaux. Cela est communiqué d'héritier en héritier, d'héritier en héritier. Et les exploitations qu'ils font concourent au développement de leur pays et ils payent leurs impôts convenablement à l'État qui fait bien son travail pour protéger ces biens-là et émanciper l'économie dans ces nations. Chez nous, dès qu'on découvre une matière première quelque part,
On ne pose pas la question à qui est-ce que appartient ce territoire. Parce que la politique congolaise dictatoriale pense que cela appartient à l'État. Non. Dans une nation, l'État n'a pas de terre. Voilà pourquoi il faut une révolution domaniale au Congo-Brazzaville. La révolution domaniale consiste tout simplement à donner à qui le droit, la portion de terre qu'il a hérité de ses parents, qu'il en ait le titre foncier, de telle sorte que s'il y a une valorisation de ce qu'il y a sur le sol ou le sous-sol de son compartiment domanial, que ce soit lui qui traite les dossiers, qui engage ceux qui doivent être engagés, qui exploite et qu'il donne une part de ses richesses à l'État. Si nous ne réussissons pas à faire cela, nos pays ne se lèveront même pas. Même quand nous allons prendre le pouvoir, ou d'autres personnes vont prendre le pouvoir, tant que la question de l'héritage domanial n'est pas réglée, nos pays ne se développeront pas. Mais pourquoi nous sommes en train de combattre aujourd'hui? Contre les Français, contre le Royaume-Uni, contre la Belgique, contre l'Amérique, contre la Chine. C'est parce que la Chine, depuis la Chine, peut envoyer du matériel financier que le président de la République va sélectionner et il va signer un contrat comme quoi 6000 ou 600 hectares sont vendus à la Chine. Et la partie qui est vendue appartient à des pygmées, appartient à des Bakongo, appartient à des Moshi, appartient à des Kouyou, appartient à des Lari, des Bembe. Mais personne ne leur pose la question. On vient, on installe la structure qui commence à faire le développement, l'extraction des matières premières. Et les propriétaires de cela ont été chassés manu militaro. S'ils ont des fils qui essayent de parler, on s'arrange de les étrangler pour qu'ils ne parlent plus. Donc ça commence par nos États à nous. La révolution domaniale. Telles que les choses seront ainsi, vous allez vous rendre compte que l'Amérique, la Belgique, la France, la Chine, l'Inde, le Japon, l'Afrique du Sud peut décider à cause de l'argent, le déposer dans le bureau d'un président et puis acheter une portion de terre, faire l'exploitation et faire gagner celui qui a mis l'argent en jeu pour l'exploitation et le président de la République qui a les dividendes, alors que cela appartient normalement à quelqu'un qui a été spolié. La révolution domaniale. Nous sommes en train de voir ce que le ministre dans ce domaine est en train de faire actuellement à Brazzaville, mais c'est du n'importe quoi. La révolution domaniale. Il est temps que toi, Congolais, tu saches que tu as une terre de tes ancêtres. Que tu commences à retourner un peu voir la terre de tes ancêtres. Que tu connaisses un peu les limites de ce que ton père t'a légué, de ce que ton grand-père t'a légué. Et que tu cartographies cela. Réunissez de l'argent chez vous, allez-y au cadastre, qu'on vous cartographie ce qu'est votre héritage. Afin qu'avec ce document, quand quelqu'un voudra exploiter ce qu'il y a là, il faudrait qu'il s'adresse à vous. Et c'est vous qui allez traiter avec l'État congolais sur le pourcentage des impôts de l'État congolais. Mais ce n'est pas l'État congolais qui va prendre ta terre, l'exploiter. Toi, tu es vilipendé sans que cela ne te profite. Je suis en train de vous ouvrir les yeux pour que les hommes sages et intelligents, ceux qui sont dans ce domaine, commencent à réfléchir sur la manière dont nous allons faire cette révolution. Ce n'est pas normal que nous qui avons hérité de quelque chose, nous n'ayons absolument rien. Mais pourquoi quand nous venons, par exemple, ici en France, on est là, chacun dans son coin, s'il n'a pas pu recevoir un titre de séjour, il est obligé de travailler au noir, il est obligé de vivre au noir, mais nous sommes des êtres humains qui sommes propriétaires de quelque chose qui nous a été ravi par notre État. Et quand on parle de l'État, si cela était bon pour tout le monde, d'accord, mais cela est bon pour quelques personnes qui dirigent l'État, et ce n'est pas bon. Je suis entré en jeu, je dois être obligé de vous exposer d'une manière ou d'une autre le contenu de ce qu'il y a dans mes ouvrages. Pour que vous sachiez que le combat en question, nous ne devons pas le combattre dans l'ignorance, mais que nous devons le combattre dans la connaissance. Si vous dites, oui, mais c'est impossible de faire ce que tu es en train de dire, eh bien c'est ça la politique.
Vous devrez vous battre pour qu'on en arrive à la réalisation de ces choses-là. La politique, c'est ça. La politique, c'est pas du gâteau tout fait. Même quand les gens ont partagé en 1885 à 1886 l'Afrique à Berlin pour prendre possession de ce qu'ils s'étaient décidé entre eux comme leur appartenant, ils ont eu des confrontations contre nos populations. Il y a eu du sang de part et d'autre. Il y a eu des guerres, quoique à deux vitesses, déséquilibrées. Ils les ont remportés, ils nous ont dominés. Mais il y a eu un combat, quelque part, qu'il y a eu. Donc, en matière politique, nous devons ouvrir les yeux. Nous devons savoir ce que nous sommes en train de faire. Nous ne devons pas tous penser avoir le pouvoir parce que le pouvoir n'est pas prévu à nous tous. Il y a des hommes qui sont faits pour qu'ils arrivent au pouvoir. C'est ça la réalité. Et donc, je voudrais préciser que dans l'exemple que je viens de prendre, il est question de conscientiser l'homme congolais sur son propre héritage. Et le combat politique doit militer de telle sorte que nous parvenons à ces objectifs-là, à ces buts-là, à ces résultats victorieux qui vont rendre à chacun ce qui lui est dû et qui vont permettre à chacun de se développer comme il devrait se développer. Je suis en train de vous parler ainsi parce que il faut diversifier la compréhension du combat que nous sommes en train de mener. Et c'est à cause de cela que menant ce combat, nous devons maintenant nous organiser, nous rassembler autour d'un certain nombre de personnes. Moi, j'ai choisi le général Ferdinand Mbaou parce que, en parlant avec lui de non-violence, en rapport avec mes ouvrages que j'ai publiés, il a trouvé bon de considérer ma pensée comme étant la pensée de tout le monde. Parce que ce que nous sommes en train de faire, s'il y a des gens qui ont des visées politiques, ce n'est pas mauvais. Mais le but, notre but, n'est pas atteindre une visée politique. Notre but est de parvenir à donner le pouvoir souverain aux Congolais souverains. Et que ce soit les Congolais qui puissent gérer eux-mêmes le pouvoir. Mais vous savez quoi? Je trouve aussi normal que certains exilés, que certains caciques de la politique qui, là-bas, se sont déclarés malades et qui sont venus trouver du travail ici, et qui sont en train de se développer ici, et qui repartent trouver le portefeuille du député, le portefeuille du directeur central, du directeur régional, le portefeuille du directeur départemental, et tout dans n'importe quel domaine. Donc ils travaillent et au Congo et ici, qu'ils puissent ne pas être d'accord avec ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire remettre le pouvoir entre les mains du Congo souverain. Nous devons le faire. Parce que la manière dont vous avez géré le pays pendant 40 ans est une manière indigne du Congolais. Nous sommes devenus comme des Français, comme des Européens, comme les gens de l'hémisphère nord qui ne connaissent plus la loi du partage. Chez nous, on mange dans un même bol. Le papa, la maman et les enfants, dans un même bol. Aujourd'hui, chacun son assiette à table. Aujourd'hui, tous nos problèmes, on les réglait sous l'arbre à palabres. Papa peut avoir raison, le fils peut avoir raison, l'oncle peut avoir tort, le grand-père peut avoir raison. Tout ça, ça se réglait. Et c'est comme ça que le pays marche. Maintenant, c'est devenu impossible. Impossible parce que le Congolais a pris la méthode de travail européenne, la méthode de travail de l'hémisphère nord, qui, lui, n'est pas dans le même jargon socio-économique que nous. C'est pour cela que nous sommes en train de vous parler. Ce combat que nous sommes en train de mener, tu devras faire de ce combat ton combat à toi. Parce qu'il concerne ta libération individuelle. C'est lorsque le combat que nous sommes en train de mener impactera ta vie à toi. C'est lorsque le combat que nous sommes en train de mener impactera la vie de ton fils. C'est lorsque le combat que nous sommes en train de mener impactera toute ta famille, que toutes les familles impactées par ce combat seront libérées. C'est pour cela que nous ne sommes pas des personnes qui marchent dans les antivaleurs. Pas de familiarisme, pas de clanisme, pas de tribalisme, pas d'ethnicisme, pas de régionalisme. Le combat que nous menons, c'est le combat des Congolais. Alors, tant que c'est cela, nous voudrons que nous tous, aujourd'hui, nous puissions fermer les yeux
je dirais, les gros yeux de grenouille qui voudraient devenir comme une vache en s'accaparant du pouvoir par on ne sait quel moyen. Tout est fermé pour une seule personne qui penserait faire quelque chose. Vous ne trouverez pas une seule personne qui, quoi qu'il soit, avec ses convictions ou ses pratiques occultes, obscurantistes, magiques, ancestraux, ne se lèvera et prendre le pouvoir au Congo. Parce que ce système mûrit et il mute aussi. Il mûrit et il mute encore. Les gens ne voudront pas abandonner le pouvoir comme ça. Mais si nous faisons de la pédagogie, capable de faire comprendre à nous tous que le pays nous appartient à nous tous, capable de faire comprendre que dans chaque pays, il y a eu une évolution d'une certaine cause, mais qui devrait venir à la fin pour qu'une autre cause prenne la relève. Même le système vital, tu dois naître, tu dois grandir, tu dois arriver à maturité, mais tu dois décroître et mourir. Alors, le système actuel est appelé à mourir. Et c'est pour cela que nous sommes en train d'éveiller l'attention de ceux qui doivent prendre la relève. Il ne faudrait pas qu'il s'agisse d'un remplacement ou d'un changement quantitatif tout simplement de ce qu'il y a sur le terrain. Nous voulons inviter les Congolais à une lutte fraternelle dans la non-violence. Et cette lutte impose un travail individuel à tout bord, à tout moment, en chaque lieu. Parce que tu ne te décideras pas de quitter chez toi pour venir au combat et repartir sans que tu ne tiennes parole sur ce que tu dis, sans que tu ne tiennes parole sur les décisions que vous prenez, sans que vous ne compreniez ce que nous sommes en train de faire. Nous ne visons pas les êtres humains qui sont en train de diriger la dictature actuelle, mais nous visons le système avec ceux qui sont sous le système. Notre but est de changer le système et donc de conscientiser les êtres humains pour leur faire comprendre que la lancée dans laquelle vous étiez partis n'est pas la bonne parce que la majorité de la population ne l'accepte pas. Travaillons pour le changement qualitatif et quantitatif de cela. Allons-y de l'avant. C'est cela que nous sommes en train de faire. Et donc, nous pensons que maintenant là, parce qu'il n'y avait pas sur le terrain pratique un ténor que nous pouvions soutenir. Le combat a été fait par un tel qui a très bien fait, seul avec son groupuscule. Une telle autre qui a très bien fait, seul avec son groupuscule. Un tel autre qui a bien fait, seul avec son groupuscule. Mais si vous êtes 100 groupes, il est impossible que vous soyez tous les 100 au pouvoir la même année. C'est pour cela que nous devrons faire preuve de maturation et nous mettre derrière cet homme qui a été élevé parmi nous. Il ne peut pas faire le consensus du premier coup. De toutes les façons, celui qui dirige au pays ne dirige pas au travers d'un consensus, parce que nous autres, par exemple, nous sommes en train de parler car nous voyons que ce qu'il fait n'est pas bon. Donc il ne peut jamais y avoir de consensus pour quelqu'un qui est élevé. Mais le problème, c'est que pour que nos revendications soient écoutées, il faut que ces revendications soient faites en ordre, dans la discipline révolutionnaire, comme cela a toujours eu lieu en étudiant ce qu'il s'est passé sur la terre tout entière. Moi, je ne cesse de vous dire que les êtres humains sont les mêmes êtres humains. Ce qui a entraîné la révolution française, la révolution américaine, la révolution russe, la révolution du printemps arabe, c'est la même chose qui devrait déclencher aujourd'hui, mais d'une manière consciente, la révolution sud-africaine ou de l'Afrique subsaharienne. Pas l'Afrique du Sud, mais le sud de l'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique subsaharienne. L'Afrique au-dessous du Sahara. Elle doit se lever parce qu'elle n'a pas participé au printemps arabe. À cause de la peur qu'il y a dans les gens. Et c'est pour cela que je parle de cette peur. Non, il ne faudrait pas qu'il y ait la peur car le combat que nous menons est un combat noble. Mais dans ce combat noble, il faudrait bien qu'il s'agisse d'un combat de ceux qui ont quelque chose dans le ventre. Ce n'est pas le combat de ceux qui colportent. Il a entendu quelque chose, il vient salir quelqu'un. Il a entendu quelque chose, il vient salir quelqu'un. Ça ne va nous avancer à rien. Nous avons besoin du combat de ceux-là qui ont des projets, de ceux-là qui travaillent en silence. Je prends mon exemple. On est mieux servi que par soi-même.
Regardez, ça, c'est un roman sous 4 tomes. Donc il y a des propositions à faire pour le pays. Parce que, pendant que les gens s'agitaient, moi je savais que ça n'aboutirait absolument à rien. Car la manière dont les choses étaient faites n'était pas la bonne manière. Mais je ruminais en moi ce qu'il faudrait un jour proposer. Et quand un homme a combattu dans le silence, dans la boue, et que le lys de la vallée s'est émergé et éclate les gloires qui ont été élaborées dans le secret, dans le silence et la souffrance, on ne doit pas avoir honte ni peur, ni avoir une fausse humilité pour mettre en exergue, en évidence, ce que l'on pense. On doit exposer toutes ces choses. C'est une contribution de plus que nous faisons dans ceux qui sont en train de contribuer au relèvement de la civilisation de notre nation. C'est pour cela que les caciques qui sont à l'extérieur, que les caciques qui sont à l'intérieur sachent que nous nous apprêtons à les rencontrer. C'est l'objectif. Nous devons parler, parlementer. Nous devons changer le pays. Nous tous. C'est cela qui est normal. C'est cela que tous les Congolais attendent. Les Congolais ne sont pas en train d'attendre un champion de politique qui vient renverser le pouvoir. Les Congolais sont en train d'attendre que solution soit faite pour qu'ils trouvent du travail, pour qu'ils se soignent bien, pour que l'éducation de ces enfants aboutisse au fait que l'enfant trouve du travail et non qu'il ait des diplômes et qu'il soit un sous-employé ou un sans-emploi. Le Congolais voudrait qu'il ait l'eau potable partout, à Bungi, à Makwa, à Mbalampinda, à Kindamba. C'est cela que nous sommes en train de faire pour que nous parvenions à ce niveau-là. Voyez-vous, donc, c'est une bataille de nous tous. Et nous avons besoin de tout le monde. C'est pour cela que nous appelons à la conversation, au dialogue. L'ordre religieux dans notre pays pense que nous devrons aller au dialogue. De mon côté, en tant que Singleton, parce que je ne suis sous aucune école théologique, idéologique, chrétienne, je marche avec le Dieu qui m'a donné cette charge et j'écris pour appeler de mon cri dans une rédaction volontariste et militante. Je combats les antivaleurs pour exposer les bons projets, les bonnes solutions dont nous avons besoin. Et donc, mon cri est le même que celui de l'ordre religieux de mon pays. Pourquoi? Mais parce que c'est normal. C'est ce que veulent les Congolais. Il faudrait que ça change. Mais pour que ça change, les Congolais en ont marre que ça change dans la guerre du Poule. Non. Que ça change dans la guerre de Brazzaville. Non. Que ça change dans la guerre de n'importe quel lieu. Nous avons marre du sang qui se verse en temps de paix et en temps de guerre. Nous avons marre de cet orgueil que ceux-là qui dilapident l'argent du pays bâtissent des châteaux pour 40 maîtresses, 13 maîtresses, 8 maîtresses, avec l'argent de tout le monde. Vous allez à la cité, les gens ont du mal à manger. Vous allez en ville, dans tous les hôtels et les restaurants, c'est là où ceux qui ont l'argent sont en train de manger pour nous narguer, nous qui avons faim. Ce n'est pas normal. Mais mangez chez vous, derrière vos murs de 10 mètres. Mais ne venez pas manger dans les hôtels pour qu'on vous voit tous les jours, alors que nous sommes là souffrant, en train de commander que vous nous donniez un salaire pour le travail que le parent a fait, un salaire qui ne trouve plus d'une manière normale. Ce n'est pas possible. Avec tout l'argent que nous avons, que vous déposez en Europe pour que les Européens en profitent. Non, il faut arrêter tout cela. Et c'est pour cela que nous sommes en train de marcher avec le général Ferdinand Baou, qui pense de la même manière que nous. Et nous sommes en train de prendre de son expérience, de prendre de son, de son expérience d'officier pour mettre de l'ordre dans nos rangs afin que nous puissions être capables de présenter à tout le monde ce que tout le monde veuille. Parce que dans le déséquilibre des forces, il faut rétablir l'équilibre. Si nous puissions vraiment devenir des hommes humbles et nous unir autour de cet homme, ce général Ferdinand Baou, cela va nous profiter à nous tous parce que nous allons aller au dialogue, parce que nous allons aller à la transition,
Parce que nous allons aller à la réussite de notre population comme il ne cesse de me le dire tous les jours, de telle sorte que lorsque je prends par exemple la décision de parler, que je puisse évoquer ces choses-là pour lesquelles tous les Congolais pensent qu'il faudrait que nous arrivions à ce point-là. Donc j'étais en train de vous parler de la noblesse du combat. Alors je vais vous quitter parce que je ne voudrais pas vous prendre trop de temps. Vous savez que quand je fais ma prédication, c'est toujours 3 heures. C'est pour cela que les gens n'aiment pas suivre mes prédications. Mais 3 heures, pas pour rien dire. 3 heures pour dire toujours des bonnes choses. Et tel que je vous ai parlé, tel que vous êtes en train de comprendre que j'ai raison, voilà, allons-y, derrière le général Ferdinand Baou, travaillons pour que nous changions notre pays et après, vous pourrez choisir qui vous voudrez, quiconque aura la possibilité de pouvoir se présenter. S'il y aura 100 candidats, ils vont s'éliminer eux-mêmes jusqu'à ce qu'il en reste 10. Et quand il en restera 10, un seulement pourra passer. Alors faites vos jeux. Que Dieu vous bénisse, Congolais. À la prochaine réalisation. Merci beaucoup. Cette fois-ci, c'est moi qui vous